Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir la professeure France Houle, professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal et aussi vice-doyenne aux études de premier cycle à la même faculté. Alors, la professeure Houle est membre du barreau depuis 1989. Elle enseigne le droit administratif général, le droit de l'immigration et le droit administratif global. Avant de joindre la faculté de droit, elle a notamment travaillé comme conseillère juridique au sein de la commission de l'immigration et du statut de réfugié et aussi de l'association du barreau canadien. Donc, les champs d'expertise de la professeure Houle portent sur le droit administratif général, la preuve, la réglementation, les directives administratives et le droit global. Elle s'intéresse également au système migratoire et professionnel, thème qui est étroitement relié à la conférence d'aujourd'hui, un thème très contemporain, très pertinent après une journée d'élection. Et donc, nous avons le titre ici, Attribution de permis d'exercice aux professionnels formés à l'étranger. Donc, résultats préliminaires d'entretien menés auprès des ordres professionnels québécois. Donc, merci beaucoup d'être venu. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir et je vous cède la parole. Merci beaucoup, puis merci beaucoup de cette invitation. C'est rare que j'ai l'occasion de faire cette présentation à l'extérieur du Québec, donc j'ai hâte d'entendre vos commentaires. Je vais vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui, donc n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions dans le cours de la présentation. Si, à un moment donné, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ça me fait plaisir, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, au départ, quand Margarita avait eu la gentillesse de m'inviter par l'entremise de votre doyenne, j'avais pensé à faire autre chose. Et dans l'intervalle, entre le moment où j'ai accepté et aujourd'hui, on a complété 22 entretiens auprès des ordres professionnels sur l'application de leurs procédures relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Je ne vous donnerai pas toute l'histoire de ces 22 entretiens-là, mais ça a pris 4 ans avant qu'on puisse enfin avoir une porte ouverte chez les ordres professionnels pour conduire notre recherche. Et donc, je vous dis ça parce que souvent, il y a des chercheurs autour de moi qui me disent « Ah, je n'ai pas été subventionné, j'ai tel problème, etc. » J'abandonne et je leur dis toujours « Non, n'abandonnez pas, il faut vraiment continuer. » Puis à un moment donné, à force de planter des petites graines un peu partout, à un moment donné, ça marche. Et là, ça a marché dans notre cas, alors on est très, très, très heureux. Mais je connais peu de cas où la recherche n'a pas pu se faire avec une certaine dose de patience. Alors, voilà. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous livrer en primeur quelques résultats de ces entretiens qu'on a pu faire auprès des ordres professionnels. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du contexte général pour que vous compreniez dans quel contexte s'inscrit cette recherche. Ensuite, je vais vous parler brièvement des 2 procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles qui sont appliquées au Québec par les ordres professionnels pour déterminer si un immigrant formé à l'étranger, un professionnel formé à l'étranger, peut obtenir ou non un permis d'exercice de sa profession et à quelles conditions. Ensuite, je vais passer aux mesures compensatoires comme telles qui peuvent être imposées à des professionnels formés à l'étranger par les ordres professionnels. Et ensuite, je vous parlerai brièvement de nos questions de recherche, de la méthode qu'on a utilisée, mais je vous ai déjà dit que c'était des entretiens, donc je ne reviendrai pas trop longuement là-dessus. Et vous donner après ça quelques résultats préliminaires là, de la lecture de nos entretiens auprès des ordres professionnels. Alors, commençons donc par un contexte. Alors, la population étudiée, c'est celle des immigrants qui passent au Canada et au Québec, parce qu'on a un système particulier au Québec,
par le programme des travailleurs qualifiés. Alors, pour être un travailleur qualifié, il faut avoir au moins un diplôme postsecondaire. Alors, c'est pour ça qu'un grand nombre de ces professionnels formés à l'étranger exercent soit une profession qui est réglementée au Québec par un ordre professionnel, ou une profession qui n'est pas réglementée par un ordre professionnel, des sociologues, des économistes, par exemple. Et lorsque le professionnel n'exerce pas une profession qui est réglementée au Québec, bien, il arrive au Québec et il tente de se trouver un emploi. Et pour lui ou elle, le problème de base sera souvent un problème de discrimination qui va se poser d'abord et avant tout. Pour les professionnels qui exercent une profession qui est réglementée au Québec, ils doivent d'abord obtenir un permis d'exercice de l'ordre professionnel avant de se présenter chez un employeur pour exercer leur profession. Bien sûr, ils peuvent décider d'abandonner la poursuite de cette obtention d'un permis professionnel et décider de faire autre chose dans la vie. Alors, bon, le cas classique de l'ingénieur ou du médecin qui devient chauffeur de taxi, dont on entend parler souvent. Mais il y a d'autres cas aussi qui deviennent de plus en plus importants là, au niveau de la recherche. On se rend compte qu'il y a un phénomène assez grand, assez important en termes de nombre, où un professionnel va faire une demande de permis dans une profession qui est moins exigeante sur le plan des conditions à respecter avant d'obtenir le permis. Alors, l'exemple classique, c'est celui du dentiste cubain qui va devenir hygiéniste dentaire au Québec. Alors, on sait que le taux de chômage des professionnels formés à l'étranger, qu'ils exercent ou non une profession réglementée, est quand même élevé et il le demeure encore assez élevé malgré qu'on soit en situation de plein emploi au Québec. Alors, en 2017, les dernières statistiques disponibles nous disent qu'au Québec, les immigrants qui ont 5 ans de moins et moins de résidence sur le territoire québécois ont un taux de chômage de 14,1 %, alors que chez vous, en Ontario, il est de 9,5 %. Alors, l'écart est quand même très important. Et quand on compare aux natifs, alors là, on parle au Québec de 4,5 %, puis maintenant, il est plus bas avec le taux d'emploi, de plein emploi. J'ai lu dernièrement, donc, le dernier rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui fait des statistiques un peu plus fines sur le marché de l'emploi et la capacité des immigrants d'entrer sur le marché de l'emploi. Et ils ont 2 statistiques intéressantes parce que la première parle de la surreprésentation des immigrants dans l'emploi surqualifié. Alors, bon, juste pour reprendre l'exemple, faire image, le médecin qui devient chauffeur de taxi, il est évidemment surqualifié pour faire sa job de chauffeur de taxi. Alors, en 2006, le taux de surreprésentation était de 14 % et maintenant, il est de 23 %. Alors ça, c'est important parce qu'on n'arrive pas à intégrer nos professionnels qu'on sélectionne dans le marché du travail. Et pour ce qui est de l'emploi non surqualifié, alors il varie moins rapidement, passant de 10 à 12 %, mais là, on voit que c'est pas, les changements se font quand même peu rapidement. Hein. Donc, ce n'est pas pour rien que pendant les dernières élections au Québec, il y a eu quand même pas mal de discussions autour de ce problème-là, parce que c'est un véritable problème social. Alors, maintenant, je vais vous parler des procédures de reconnaissance qui sont appliquées par les ordres professionnels, parce que mon projet de recherche ne porte que sur les professionnels qui exercent une profession qui est réglementée par un ordre professionnel québécois. Alors, au Québec, donc, j'ai l'impression d'avoir passé une diapo. Oui. Alors, l'attribution du droit d'exercice d'abord. Alors, le système professionnel québécois, bon, comme partout ailleurs au Canada, c'est de compétence provinciale, mais au Québec, il y a 46 ordres professionnels qui représentent 54 professions réglementées
Et on parle d'environ 300 000 à 400 000 travailleurs professionnels qui gagnent généralement de bons salaires. Donc, au niveau de l'importance de la masse salariale que ces personnes-là génèrent pour le gouvernement, entre autres, mais c'est quand même une masse de travailleurs importante. Alors, la réglementation des professionnels au Québec, comme dans à peu près toutes les provinces au Canada maintenant, elle est faite, elle a une unique fonction, c'est de protéger le public. Le système professionnel a été modifié en 1970 au Québec. Avant 1970, il y avait des associations professionnelles, et c'était le cas un peu partout au Canada, et le rôle d'une association professionnelle est de protéger les membres de l'association. Quand on passe dans un régime d'ordre professionnel ayant pour seule mission de protéger le public, c'est la seule mission, et ce n'est pas celle de protéger les membres. Alors, c'est important de savoir ça, parce que sur le plan juridique, si, par exemple, on se rendait compte qu'un ordre professionnel impose des conditions à des professionnels formés à l'étranger qui n'ont qu'une seule fonction, celle de protéger leurs membres, bien, elles sont illégales, ces conditions-là. Hein? Donc, ça nous donne une poignée pour contester la validité de certaines conditions de reconnaissance. Et c'est un peu aussi l'objectif de notre recherche parce qu'on accuse souvent les ordres professionnels d'être corporatistes, hein, de protéger leurs membres plutôt que de protéger leur public. Alors, on voulait en savoir un peu plus long sur cette question. Alors, quand on parle de protéger le public, ce qu'on dit, en fait, c'est que les réglementations de type chèque, je n'ai pas trouvé d'acronyme français plus intéressant, mais les réglementations chèques, ce sont des réglementations qui protègent la santé, la sécurité, l'environnement et la protection du consommateur, donc en anglais, Security, Health, Environment and Consumer Protection. Alors, ces réglementations chèques, elles sont autorisées, elles sont valides. Donc, lorsqu'un ordre professionnel impose une condition à un professionnel formé à l'étranger qui a pour véritable objectif de protéger le public, donc soit la santé, la sécurité, etc., bien, cette condition-là est valide. Donc, c'est important d'avoir un lien rationnel entre la condition qui est imposée et la raison pour laquelle on l'impose, donc quel est le préjudice qui peut possiblement être subi par une personne qui serait soignée, par exemple, par un professionnel qui n'est pas compétent. Alors, le processus d'attribution d'exercice, du droit d'exercice aux professionnels au Québec se fait par deux procédures. Il y a d'abord la procédure, et ce sont tous des règlements, le règlement sur l'équivalence des diplômes et de la formation. Ces règlements-là, c'est vraiment la première génération de règlements qui a été créée vers les années 90. Et par ces règlements-là, on fait une évaluation au cas par cas, une évaluation individuelle de chaque dossier. Je vous donne des détails dans quelques minutes. Tous les ordres professionnels ont ce règlement, ont adopté ce type de règlement. Et si jamais vous voulez faire des recherches, ils sont faciles à trouver sur le site du gouvernement du Québec. Vous avez tout simplement à taper, par exemple, barreau, équivalence, diplôme, formation, ingénieur, équivalence. Vous allez le trouver, c'est simple. Ça, c'est la première, donc la première procédure qui a été créée. Et la deuxième, elle a été créée par une entente qui a été conclue entre le gouvernement de la France et du Québec, qui s'appelle l'entente Québec-France sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Cette entente a été signée en 2008, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on fonctionne dans ce nouveau système de reconnaissance. Et ce que fait l'entente France-Québec, c'est d'autoriser les ordres professionnels à conclure des arrangements de reconnaissance mutuelle. Alors, essentiellement, ce qu'on dit aux ordres professionnels, c'est « asseyez-vous », les barreaux de France, le barreau du Québec, « asseyez-vous », regardez grosso modo si les systèmes sont équivalents et s'ils ne le sont pas, dans quelle mesure il y a des différences substantielles. Et ces différences substantielles, comment pourra-t-on alors les combler par des mesures compensatoires, par des conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Alors, pour le moment, donc, il y a 27 ordres professionnels québécois et les ordres professionnels frères en France qui ont conclu de tels arrangements de reconnaissance mutuelle. Et dans ces arrangements, donc, on fixe au préalable les conditions qu'on va imposer aux professionnels formés à l'étranger, alors que sous la première réglementation, vu que c'est du cas par cas, bien, chaque professionnel ne sait pas à l'avance, et ça, je vais mettre quand même des guillemets autour de cette proposition-là, mais c'est censé être au cas par cas. Donc, chaque cas devrait avoir des conditions individuelles qui sont imposées à l'immigrant au lieu d'avoir, comme dans l'arrangement de reconnaissance mutuelle, les mêmes conditions qui sont appliquées à tous les professionnels qui existent dans une profession. Alors, ça va pour les procédures? Oui. OK. La distinction, donc, entre ces deux grandes procédures. Alors, quand on regarde la réglementation sur l'équivalence des diplômes, comme je vous disais, c'est un examen individuel. Donc, tous les ordres professionnels ont un comité de reconnaissance d'équivalence. Et la personne va présenter son dossier devant ce comité qui a le pouvoir décisionnel. Alors, la première étape, ce sera pour le comité de se demander est-ce que le diplôme de l'étranger peut être reconnu comme un diplôme équivalent au Québec. Bien souvent, c'est le ministère de l'Immigration qui fait cet examen au préalable. Donc, on va regarder le diplôme de l'étranger, puis on va se poser juste une seule question dans un premier temps. Est-ce que ce diplôme-là équivaut à un diplôme collégial, un diplôme de bac, un diplôme de maîtrise, un diplôme de doctorat? On sait qu'en droit, on a besoin d'un bac pour pouvoir aller au barreau. En médecine, c'est un doctorat. Donc, on regarde tout simplement s'il y a une équivalence au niveau du diplôme, du niveau de diplôme. Une fois que cette question est réglée, on passe à la deuxième étape et là, on s'interroge sur les contenus. Est-ce que ce que vous avez appris à l'université durant votre baccalauréat correspond grosso modo à ce qu'un Québécois apprend au Québec? Oui? C'est ça, le Midi a un service qui fait juste cette évaluation-là. Puis souvent, ça crée une confusion chez les immigrants parce qu'ils pensent que leur équivalence de diplôme, ça veut tout dire, que ça règle toute la question d'équivalence, alors que ça ne règle qu'une seule question, c'est le niveau de diplôme. Alors donc, la deuxième question, est-ce que la formation académique reçue par l'étranger est comparable à celle reçue par un étudiant qui a fait ses études au Québec? Alors là, on va comparer les contenus. Qu'est-ce que la personne a appris chez elle? Qu'est-ce qu'on doit savoir au Québec une fois qu'on est sorti de l'université? La troisième étape, si la formation académique n'est pas suffisamment similaire, s'il y a des différences substantielles, on va se poser la troisième question. Est-ce qu'on peut combler ces différences par l'expérience professionnelle? Et là, chaque ordre professionnel a ses règles. Par exemple, au barreau, si quelqu'un a 5 ans et plus d'expérience pertinente, on va réduire le nombre de mesures compensatoires qu'il ou elle aura à faire. Et si l'expérience professionnelle ne peut pas en tout ou en partie répondre aux lacunes, alors là, on va imposer des mesures compensatoires. Puis la prochaine diapo, je vais vous les expliquer, mais en gros, c'est soit des examens, des stages ou des cours. Alors ça, c'est la procédure individuelle. Maintenant, la procédure sous le système de l'ARM, la reconnaissance mutuelle. En fait, toutes ces étapes-ci, elles sont faites au préalable par les ordres professionnels. Donc, ce sont les ordres professionnels, les barreaux, qui se sont assis en France, au Québec, pour regarder en gros ce qu'on apprend chez eux et chez nous, et ils se sont posé la question, est-ce qu'il y a des différences substantielles, oui ou non? Dans le cas du barreau, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y en avait pas, sauf pour une chose, un élément important,
qui était la déontologie. Donc, tout ce qui touche la déontologie des avocats, c'était ça qui a été vraiment jugé comme étant la plus grande différence substantielle. Et c'est la seule conclusion, ou la seule condition, pardon, qui a été imposée dans l'ARM entre le barreau du Québec et les barreaux de France. Alors, l'idée derrière l'imposition d'un code de déontologie ou l'examen de déontologie est de se dire, bien, un avocat qui ne se sait pas compétent et qui sait que son code de déontologie l'oblige à être compétent avant de prendre un dossier, ne prendra pas un dossier s'il sait qu'il n'est pas compétent. C'est l'idée derrière tout ça. Un jour, ça sera intéressant de faire des recherches pour voir si ça marche ou non, cette histoire-là. Mais bon, même les Français qui viennent au Québec contestent beaucoup ça parce qu'ils disent que ça ne nous prépare pas au marché du travail québécois. On ne comprend pas comment vous faites du droit au Québec, comment ça marche le système des affaires en droit. Puis ce n'est pas du tout la même chose chez nous. Alors, on nous demande de plus en plus de faire d'autres programmes qui seraient beaucoup mieux articulés pour répondre à ces besoins-là. Mais bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que, en fait, les deux procédures, c'est la même idée qui est derrière, sauf que ces deux étapes-là, on l'a fait avec les ordres professionnels. On détermine dans l'ARM quelles seront les conditions qu'on va imposer. Et ensuite, le professionnel qui fait sa demande de reconnaissance va aller voir dans l'ARM et va savoir tout de suite, ah ben moi, je dois faire ci, je dois faire ça et je dois faire cela avant qu'on me reconnaisse mon permis d'exercice. Alors donc, un exemple concret de la conséquence au niveau de la lourdeur des mesures compensatoires qui peut être imposée entre les deux, je reprends le barreau. Avec l'examen de l'équivalence des diplômes, si on prend le cas d'un juriste roumain, par exemple, donc qui n'a pas fait ses études en France et qui n'a pas de permis d'exercice qui a été émis par une autorité française et par conséquent, l'entente Québec-France ne s'applique pas. Alors, dans ces cas-là, la personne va se voir généralement imposer 45 crédits courts. Et si la personne peut justifier de 5 ans d'expérience pertinente et plus, on pourra réduire les crédits courts jusqu'à 30 crédits courts. Okay. On se comprend que ça, c'est ce que le barreau impose de façon presque automatique. Hein. Alors, l'examen individuel au cas par cas, ça, ils le savent. Et ils sont en train de réfléchir à ça, puis je vous en reparlerai un petit peu plus loin là, de ça. Oui? Pour la Chambre des notaires, est-ce que c'est la même chose? Grosso modo, c'est le même système, mais ce n'est pas nécessairement le même nombre de crédits, mais ça se ressemble beaucoup au niveau là, de la réflexion qui est faite, puis d'imposer des conditions automatiques à peu près à tout le monde, là, qui seront les mêmes. Puis le seul endroit où ça bouge, c'est si on a plus ou moins d'expérience professionnelle. Et comme je vous disais, dans le cas de l'ARM, c'est... attendez, je vais finir avec ça avant. Alors, la personne a reçu sa prescription de l'ordre professionnel, c'est comme ça qu'on les appelle. 10 ans, vous allez faire 45 crédits courts. La personne vient à l'Université de Montréal pour compléter ses cours. Ensuite, elle reçoit une équivalence de diplôme et de formation. Elle peut aller alors au barreau, elle va faire l'école du barreau, ensuite le stage, et ensuite, elle aura son permis d'exercice. Dans le cas de l'ARM, la personne n'a qu'à faire son examen de déontologie. Une fois réussi, elle a tout de suite son permis d'exercice. Alors, vous voyez qu'il y a quand même c'est beaucoup plus simple sous ce système-là, en général, que sous le système individuel. Alors, les mesures compensatoires. Alors, il y a l'épreuve d'aptitude, le stage, la formation d'appoint et aussi, le cas échéant, on tiendra compte de l'expérience professionnelle. Je vais commencer par les ARM. En 2016, on a complété une première recherche qui était en fait de répertorier les conditions qu'on trouvait dans les ARM. Et voir en gros si c'était très léger comme condition, au contraire, si c'était assez lourd.
Et là, on a trouvé que finalement, il y avait 11 ARM où on imposait une épreuve d'aptitude. Ça peut être oral ou écrit, pratique ou théorique. 14 ARM, on prévoyait des stages dans les milieux professionnels. La plupart, c'est dans le secteur de la santé qu'on va imposer des stages. La formation d'appoint dans 12 ARM, pour les pharmaciens, elle est très lourde, hein, c'est 60 semaines. Ils sont en train de réfléchir à ça maintenant parce qu'ils trouvent qu'ils se rendent compte que c'est trop, là. Et les techniciens dentaires qui peuvent aller à 7 heures de cours, tout simplement. On a 2 ARM où on dit explicitement qu'on peut compenser les différences substantielles dans la formation par l'expérience, alors chez les chimistes et chez les architectes. Et finalement, dans les ARM, il y en a seulement 4 sur les 27 où on prévoit une reconnaissance automatique. Oui. Alors, il y en a juste 4. Et il y en a juste 4 parce que, ça c'est notre hypothèse, il faudra la vérifier à un moment donné, c'est que le Québec, contrairement à la France, n'a jamais eu à travailler dans un système de reconnaissance mutuelle. Ils ont dû apprendre à travailler dans ce système-là et avaient très peur d'être trop lousse sur la protection du public et que ça mènerait à des problèmes ultérieurs importants. Alors, notre hypothèse, c'est que la plupart des conditions qu'on retrouve dans les ARM actuels sont beaucoup basées sur ce qu'ils faisaient en matière d'équivalence de diplôme et de formation. Mais ça reste à vérifier. Ce qui est important aussi de voir là-dedans, c'est qu'il peut y avoir des ARM où on va avoir seulement une épreuve d'aptitude, d'autres épreuves stages, d'autres stages formation, d'autres les 3. Ce qui fait qu'il y en a juste 4 qui prévoient une reconnaissance automatique et tous les autres, donc on est rendu à 23 sur 27, qui prévoient des conditions de reconnaissance. Alors, ça, c'est basé en partie sur la non-expérience du Québec dans l'usage d'un système de reconnaissance mutuelle. Un système de reconnaissance mutuelle, ça implique qu'on fait confiance à l'autre. Hein? Si on conclut une entente avec la France, c'est parce qu'on a confiance que la France forme des médecins compétents. Elle forme des avocats compétents de manière générale. Donc, quand on se met à imposer toutes sortes de conditions quand même assez lourdes, on n'a pas encore tout à fait compris comment un système de reconnaissance mutuelle fonctionne. Donc, il y a des apprentissages à faire. Puis quand on fait des entretiens auprès des ordres professionnels, ils nous disent « Oui, on sait que le premier ARM était peut-être un peu trop lourd. Il va falloir repenser à ça. On est en train de penser à ça. » Mais depuis 10 ans, ils ont appris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le processus d'apprentissage derrière tout ça. Pour ce qui est des équivalences, le règlement sur les équivalences, bien évidemment, vu que c'est du cas par cas, il faudrait que les ordres professionnels nous donnent leurs décisions, ce qu'ils ne veulent pas faire. On a même fait des demandes d'accès à l'information, ils nous ont dit « niet », il n'y en a pas question. Alors, il faut juste, dans le fond, essayer de trouver un professionnel qui va nous dire, ben moi, je vais te présenter quelqu'un qui travaille sur le comité, va t'expliquer comment ça marche. Et donc, vu que je suis avocate, puis que j'ai des amis notaires, bien, ils peuvent m'expliquer comment ça fonctionne dans le monde des avocats et dans le monde des notaires. Et là, le barreau vient de me nommer au sein de son comité d'équivalence. Fait que là, ça va être intéressant de voir la réflexion qui est en train de se faire pour changer la façon de réfléchir là-dessus. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, donc c'est les conditions qui sont imposées au barreau par rapport à l'ARM. Et donc, les ARM, et cette hypothèse-là qu'on veut vraiment vérifier, là, que selon laquelle les ARM actuels reflètent vraiment ce qui était fait sous le système des équivalences. Beaucoup d'ordres professionnels n'ont pas eu le guts d'aller plus loin, puis d'être un petit peu plus proactifs là, dans la reconnaissance des qualifications professionnelles. Alors, les questions de recherche, suite à tout ça, on s'est demandé, oui, mais comment les professionnels interprètent-ils la notion de protection du public? Et la deuxième question, une fois qu'on sait ça,
comment ils justifient les mesures compensatoires qu'ils imposent aux professionnels formés à l'étranger. Alors, pour y arriver, bien, il fallait faire des entretiens. On ne pouvait pas s'en sortir autrement sur le plan de la méthode. Et donc, après plusieurs années, comme je vous disais au début de la présentation, on a finalement réussi à ouvrir des portes là, vers les ordres professionnels qui ont accepté de nous rencontrer, mais ça fait juste 1 an là, qu'on a réussi à le faire. Puis moi, j'ai commencé à travailler sur cette question-là en 2006. Et qu'est-ce qui explique la réticence? Le manque de confiance, parce qu'ils se font tellement taper sur la tête qu'ils ont peur qu'on leur fasse dire des choses qu'ils n'ont pas dites, qu'on continue à les blâmer, mais c'est vraiment un réflexe de protection. Parce qu'à un moment donné, juste pour ouvrir une petite parenthèse, ce qui a ouvert la porte vers les ordres professionnels, c'est qu'à un moment donné, on avait réussi à avoir une subvention du CRSH, puis on avait dit au CRSH, on va faire nos entretiens, en étant complètement naïf, en se disant les ordres professionnels vont nous ouvrir les portes. Ça n'a pas été le cas. Alors, ce qu'on a fait par la suite, on a fait une autre demande de subvention qui était un développement de partenariat. Et là, on est allé chercher des partenaires. Le Conseil interprofessionnel du Québec, le commissaire aux plaintes, etc. Et là, c'est avec ce réseau-là de partenaires externes à l'université qu'on a réussi à ouvrir des portes. Et ce qui a vraiment été très, très aidant, ça a été d'organiser une grande conférence internationale juste sur cette question-là. Et les ordres professionnels sont venus à la conférence. Là, ils nous ont rencontrés, ils ont vu qu'on n'était pas là pour leur taper sur la tête. Et ça a vraiment fait toute la différence. Alors, donc là, on a 22 entrevues complétées. On aimerait en faire 27. Parce qu'il y a 27 ARM. Puis c'est un bon élément de comparaison quand on peut comparer ce qu'ils font sous la procédure d'équivalence et sous la procédure d'ARM. C'est intéressant de voir ça. Alors, c'est notre objectif minimal, 27. On aimerait faire des entretiens avec tous les ordres professionnels, mais je pense qu'à ce stade-ci, c'est un peu illusoire qu'on réussira à le faire là, dans les délais là, de la demande de subvention. Alors, sur l'interprétation de la protection du public, sur le quoi, qu'est-ce que signifie l'ordre public, la protection du public, on a eu des réponses assez évasives. Sur qui voulez-vous protéger? Généralement, c'est bien compris. Alors là, on est capable de nous dire tout de suite, oui, c'est les patients, c'est les clients, c'est les usagers. Il y a quelques ordres professionnels qui ont une compréhension un peu confuse du qui on veut protéger. Alors, ils vont dire que la protection du public et l'intérêt du public, c'est la même chose, et c'est comme ça qu'ils justifient leur volonté d'aller devant l'Assemblée nationale pour faire valoir leurs prétentions sur des projets de loi. Alors, devinez les projets de loi sur lesquels les ordres professionnels voulaient se pencher et faire des représentations. Bien, c'est tout ce qui touche la réforme Barrette. Hein. Et là, la frontière entre la protection du public et la protection des membres est un peu mince parce que la réforme Barrette, c'est une réforme de l'organisation du travail et ça n'a rien à voir avec les actes... Bien, un peu les actes exclusifs ou non exclusifs, mais c'est surtout l'organisation du travail. Alors là, on tombe vraiment dans cette zone un peu plus grise, là, où on se demande si on n'essaie pas d'ouvrir une porte pour essayer de faire valoir les intérêts des membres plutôt que la protection du public. Contre quoi voulez-vous protéger ces patients, ces clients et ces usagers? Ça aussi, c'est bien compris en général. Ils sont capables d'identifier les risques, les préjudices. Mais le problème, c'est vraiment ici. C'est quoi la protection du public? Alors, évidemment, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. On s'entend là-dessus. C'est un grand concept vague. Et souvent, les ordres professionnels vont référer explicitement ou implicitement à l'article 23 du Code de profession des professions qui dit que la protection du public se réalise notamment par le contrôle de l'exercice de la profession par ses membres. Alors, on va nous parler des critères d'admission d'un membre. On va nous parler de la discipline. On va nous parler de la formation continue, de la surveillance. Donc, on réfère vraiment à la structure du Code sur ce qu'un ordre professionnel peut faire pour
contrôler l'exercice de la profession. Mais ils n'ont pas vraiment réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire, la protection du public. Ce qui est intéressant, c'est quand on insiste sur la compétence du candidat à l'admission, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on veut savoir si les professionnels formés à l'étranger arrivent à obtenir leur permis d'exercice. Alors là, on leur demande, mais c'est quoi un professionnel compétent? Oui, on va avoir des professionnels compétents, on s'entend que c'est un objectif qui est important, mais c'est quoi un professionnel compétent? Et là, c'est intéressant pour nous, les universités, parce que les ordres professionnels, il y en a plusieurs maintenant au Québec qui ont passé sur l'évaluation en mode d'évaluation des compétences. Alors là, on va vraiment développer des référentiels de compétences, puis on va dire, bien, une infirmière, elle a besoin de ça, 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 pour être capable d'exercer son métier de manière compétente. Et ça, dans le milieu de la santé, il y en a beaucoup qui ont fait ces référentiels de compétences et qui ont une discussion très avancée avec l'université, ce qui fait que l'université a aussi changé ses programmes pour que les deux éléments soient bien coordonnés. Alors ça crée des changements importants au niveau de la réflexion, même dans les universités, sur nos programmes de formation. Alors, on va vraiment référer au savoir, au savoir-faire et au savoir-être d'une personne. On utilise de plus en plus le mécanisme de la reconnaissance des acquis et des compétences, et pas juste des connaissances, comme fait le barreau quand il applique la première procédure. Alors, pour nous, en droit, c'est intéressant parce que si on veut avoir un système cohérent, ça veut dire qu'éventuellement, il va falloir changer nos façons de concevoir les programmes de formation pour pouvoir faire un arrimage, à tout le moins pour ce qui est des professionnels formés à l'étranger. Parce que là, au barreau, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont développé un référentiel de compétences pour l'école du barreau qu'ils appliquent plus ou moins. Ils essaient d'évoluer dans ce système-là. Ce référentiel de compétences, on y réfère devant le comité de révision des équivalences pour les professionnels formés à l'étranger. Mais quand on envoie nos professionnels formés à l'étranger faire des cours de formation d'appoint, tout ce qu'ils font, c'est de l'acquisition de connaissances. C'est tout. Alors, c'est là où il y a un problème. Et ce qui fait que la personne n'est pas bien formée, ou en tout cas n'a pas les outils nécessaires pour un professionnel formé à l'étranger pour entrer par la suite sur le marché du travail. Puis ça crée vraiment des problèmes. Puis ils nous le disent beaucoup. Alors, ça, c'était un des éléments qui, pour moi, pour la recherche, je trouve ça vraiment important et c'était à investiguer parce que ça va avoir des conséquences importantes sur notre conceptualisation de nos programmes universitaires. Pour les facultés professionnelles, on s'entend. Hein? Maintenant, la deuxième question, la justification des mesures compensatoires. Et là, on leur demandait d'expliquer le lien rationnel entre la mesure qu'ils imposent et le préjudice qu'ils avaient identifié. Hein? Ils ont identifié des risques, ils ont identifié des préjudices. Maintenant, dites-nous quel est le lien rationnel entre les deux. Alors, la première lecture, très rapide, on va commencer par ces deux cases-là. Alors, quand on lit leurs réponses, il y a plusieurs ordres professionnels qui sont capables de bien justifier leurs mesures. Ça tombe sous le sens, ce qu'on nous dit. Alors, il y a d'abord les ordres professionnels qui nous diront, bien, écoutez, nous, nos professionnels doivent poser un certain nombre d'actes exclusifs qui sont reconnus dans la loi gouvernant l'ordre professionnel, alors qu'en France, ils ne les posent pas, ces actes-là. Ils ne les connaissent pas. Un exemple, les sages-femmes en France font beaucoup moins d'actes professionnels que les sages-femmes au Québec, surtout celles en maison des naissances. Par exemple, l'intubation d'un nouveau-né en France, ça ne se fait pas. Dès qu'il y a un problème minime avec le bébé, c'est tout de suite le médecin qui s'en charge. Alors qu'au Québec, il y a beaucoup plus d'autonomie chez la sage-femme. Alors là, ça paraît tout à fait justifié de dire, bien, au moins, allez faire un petit cours de quelques heures pour savoir, en gros, comment ça marche. Puis, on va vous faire pratiquer sur des bébés mannequins, etc.
Alors ça, c'est les mesures qui sont vraiment axées sur la réglementation chèque dont je vous parlais au début et qui portent vraiment sur la formation antérieure qui a été, que la personne, que le professionnel formé à l'étranger a suivi alors qu'il était dans son pays. Donc, il y a des lacunes au niveau des connaissances et des compétences antérieures et il faut les combler. Ici, c'est aussi une mesure, une réglementation qui apparaît justifiée, réglementation chèque, où on va parler de la connaissance insuffisante de l'environnement de travail au Québec. Donc, à première vue, on se dit, bien, on ne peut pas leur imposer de ne pas connaître le milieu de travail parce qu'ils ne peuvent pas le connaître. Mais en même temps, s'ils ne savent pas comment ça fonctionne au Québec, ça peut effectivement poser des problèmes de santé et sécurité. Alors, le milieu de la santé, c'est toujours l'exemple le meilleur, hein, parce que l'organisation dans un hôpital d'une urgence, d'une salle d'opération, est vraiment un bon exemple. Ici, il y avait le rôle du chirurgien qu'on nous a donné, qui est tellement parlant, parce qu'en France, le chirurgien, il fait juste l'opération. Il ne fait pas le pré-op, il ne fait pas le post-op. Alors, il ne sait vraiment pas comment faire le pré-op et le post-op. Alors qu'au Québec, il faut qu'il le fasse. Donc, ça aussi, c'est des apprentissages. Si tu arrives comme chirurgien et on te met tout de suite dans une salle d'opération, ça ne marche pas. Là. Ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc, ça aussi, ça m'apparaissait tout à fait justifié. Là où j'avais un peu plus de problèmes, pour ne pas dire de gros problèmes, c'est avec les justifications qui étaient liées à l'équité et qui étaient liées aussi à des méconnaissances ou des connaissances que la personne n'avait pas, mais qu'elle ne peut pas avoir puisque, encore une fois, elle vient d'immigrer sur le territoire. On ne peut pas lui demander de savoir comment ça marche chez nous. Sauf que la justification, ce n'est pas une mesure chèque. C'est pas juste sur l'équité comme telle. Et là, on va parler de l'efficacité attendue dans le milieu de travail. Un exemple, les technologistes médicaux apprennent à faire le traitement des échantillons du corps humain, du sang. D'une certaine façon, il y a un protocole à suivre, puis il faut qu'ils soient capables d'en faire 200 par jour quand ils arrivent sur le marché du travail. S'ils ne sont pas capables de faire ces 200 évaluations ou examens ou analyses, là, c'est les autres personnes qui vont subir le fardeau de l'inefficacité du professionnel formé à l'étranger. Je veux bien, mais ça, si on ne veut pas faire subir cette inefficacité, on ne sélectionne pas ces personnes-là, point barre. On ne leur dit pas « venez, quittez tout », là, puis après ça, leur dire « mais vous n'aurez pas de job parce que vous n'êtes pas efficace ». Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le plan de la cohérence. Et le pire, c'est celui-là. Alors, on nous dit qu'il faut être équitable à l'égard des diplômés du Québec. Alors, ce n'est pas juste de donner une place à un professionnel formé à l'étranger si on a des Québécois qui pourraient faire la job. Alors ça, c'est le vieil argument des immigrants voleurs de job. Hein. C'est vraiment ça, dans là. Alors voilà en gros ce dont je voulais vous parler, mais je voulais juste conclure pour dire deux choses. D'une part, les ordres professionnels ne sont pas aussi, c'est pas aussi catastrophique qu'on le pense. Donc, quand on dit que les ordres professionnels n'ont qu'une attitude corporatiste, ça ne se vérifie pas dans cette recherche-là. Et ça, c'est un premier point qui est important, je pense, à souligner. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans le système professionnel et que tout est bien fait, là. Même les ordres professionnels reconnaissent qu'ils ont encore un travail à faire pour mieux comprendre comment valoriser les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être qu'une personne a acquis à l'extérieur du pays. Donc ça, ils le reconnaissent, mais c'est vrai que c'est un processus de réflexion. En Europe, ils ont un système de reconnaissance permis sur permis depuis très longtemps, mais eux aussi ont appris à apprendre. Hein. Il y a eu beaucoup de directives en France avant qu'ils arrivent à un système permis sur permis. Au Canada, on a un système permis sur permis maintenant avec la LEC. Donc, là aussi, les ordres professionnels à l'intérieur du Canada ont progressé. Alors là, il reste l'autre bout à faire et ça va être dans le cadre notamment de l'accord Canada-Europe. Voilà. Merci.